Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité auprès de ceux qui font bouger le territoire avec parfois un bon lot de sensations fortes, comme ces pilotes qui prennent le volant pour une nouvelle saison avec complicité pour écrire une histoire alpine sur le circuit, comme ces coureurs qui avalent le dénivelé par les crêtes à l'assaut des plus beaux sommets de Matésine en bravant les éléments. Pourvu de rester zen et en santé, les tisanes du bien-être vont apaiser les tensions d'un hiver froid et rigoureux à l'aube du printemps. Il arrive, patience, le soleil, mais les fleurs sont déjà là, les plantes aussi, mais comment s'en servir pour se faire du bien? Docteur Stéphane va tout nous dire, bienvenue. Merci. Stéphane Rossi, notre consultant pharmacien herboriste qui va tout nous dire sur les plantes, sur les tisanes bien adaptées à ces changements de saison. Et on en a particulièrement besoin, là, cette fois-ci. La course du ciel, la Sky Race en français revient en Matésine. Cette course du circuit mondial de skyrunning fait toujours le plein de surprises, d'images spectaculaires. C'est sur Télé Grenoble, tant mieux. Et c'est grâce aux meilleurs mondiaux de la discipline, à la baguette, Olivier Couder. Bienvenue. Merci. Et qui vient en plus avec un trophée, hein. C'est dire si cette course fait du bruit. Elle est reconnue, elle est surtout très très belle. Et ce sont les 19 et 20 avril prochains. On va s'imprégner de cet univers dans un instant. Alors, la course, c'est bien, surtout au volant d'un bolide, pourvu de vivre aussi une aventure humaine par-delà les circuits. Vincent Beltoise, bienvenue. Merci. Et merci d'être avec nous, avec votre coéquipier, notre camarade même de Télé Grenoble, Yves Lemaître. Bienvenue chez vous, chez toi. On va devoir se vous voyez. Non, se tutoie, Yves. Ouais, ça fait si longtemps. Vincent, pilote professionnel FFSA GT4. Ça va? Exactement. Voilà. Yves, pilote amateur. FFSA GT4. Et ensemble, vous repartez pour une nouvelle saison. Content, confiant? Plutôt, ouais, super, c'est la 4e avec Vincent, donc pour moi évidemment c'est extraordinaire parce que Vincent, au-delà d'être mon équipier, c'est aussi mon coach, donc ça progresse régulièrement. Maintenant il faut lui poser la question à lui. Oui, déjà. Je suis également très heureux de repartir avec Yves cette saison. Alors pour les non-initiés, votre discipline c'est la course automobile sur circuit. En fait, on peut rappeler de manière tout à fait basique, c'est comme la F1 mais avec une voiture qui ressemble à une voiture et pas à une Formule 1. C'est exactement la particularité des courses Grand Tourisme. GT, Grand Tourisme. Des courses GT, exactement. C'est des voitures qui sont affiliées, qui ressemblent aux voitures de série avec une préparation plus ou moins aboutie pour la sécurité et la performance. Et notre catégorie est une filière d'accès aux courses d'endurance comme les 24 heures du Mans. Elle roule très vite? Elle roule très vite. À combien? Quand on pointe là dans la ligne droite, on est à combien? Entre 250 et 300 en fonction des configurations de circuit. Très bien. Et Yves, plusieurs courses au programme d'une saison. C'est ça, le championnat est fait de 6 meetings en principe. Cette année, il devrait nous en enlever un pour des raisons budgétaires. Et dans un meeting, c'est 2 courses. Voilà. Donc ça veut dire que c'est un championnat, comme tous les championnats, sur lequel, si on part sur 6 meetings, il y a 2 courses, ça fait 12 courses dans l'année. Et on marque des points à chaque course avec un champion en fin d'année, comme tous les championnats sportifs. Et c'est de l'endurance. Ça veut dire que vous, là, on vient de vous voir passer le relais, tous les deux. C'est exactement ça. C'est assimilé à la catégorie endurance. Hein. Il y a, dans les courses automobiles, il y a les filières monoplace, les filières endurance. C'est la voiture se partage à plusieurs pilotes selon la durée de la course. Et là, c'est l'antichambre un petit peu des 24 heures du Mans. Donc on change de pilote au milieu de la course ou quand c'est des courses plus longues, plusieurs fois lors de la longueur de l'endurance. En aparté, vous compariez un petit peu votre circuit à la Ligue 1. On peut dire que c'est la Ligue 1 de la course automobile.
Oui. Ouais, au niveau national. Voilà, au niveau national. Il se passe rien de plus haut dans cette catégorie. Voilà. Après, il faut passer au niveau européen ou mondial, on va dire. Et alors, Vincent, vous avez un prénom, vous avez aussi un nom, bien sûr. Ça parle à chacun d'entre nous et surtout pour nos générations. Votre oncle Jean-Pierre Beltoise, pionnier du sport automobile français dans les années 60-70, qui était vainqueur de Grand Prix. Je crois qu'il en avait 86 Grands Prix de F1 à son actif. Effectivement, et puis il a remporté un des plus célèbres, celui de Monaco. Oui, c'est ça, c'est le guide. Ouais, je crois que c'est le guide pour beaucoup. C'est un peu lui qui a ouvert un petit peu la voie dans les années 70 et voilà, qui a montré que les Français, on pouvait aussi être performants et qui a aussi encouragé des constructeurs et des sponsors et qui a ensuite ouvert la voie à beaucoup de talents par la suite. Et qui s'est engagé par la suite pour la sécurité routière. En effet, oui, il a continué ensuite tout son travail qu'il avait sur l'analyse du pilotage pour la conduite de Monsieur Tout-le-Monde sur la route. Et puis Yves, alors on a parlé de Jean-Pierre qui nous parle à nous tous, bien sûr. Également, Anthony est votre cousin, c'est ça? Exactement. Anthony Beltoise, mais c'est une alors on parle d'arbre généalogique, presque de dynastie. Ouais, c'est un peu ça. Enfin, on va dire, moi je côtoie Vincent essentiellement parce qu'on court ensemble depuis plusieurs années et puis accessoirement on est amis, on passe du temps un peu ensemble sur d'autres choses. Oui, évidemment, quand Vincent a perdu son papa l'année dernière, mais on va dire, quand on parle avec eux de, on va dire, l'histoire de la course automobile dans le monde des circuits, je pense que Vincent, tu peux lui faire une émission de 24 heures, il aura des anecdotes à te raconter, familiales et diverses familiales, parce que voilà, c'est truffé d'anecdotes un petit peu, notamment sur cette période-là des années 80, où tous les grands noms du sport automobile ont plus ou moins côtoyé le papa et la famille de Vincent, on va dire. Ça, c'est ce qui vous a baigné à la naissance. Vous êtes de 1990. Alors, on peut croire que vous avez grandi sur 4 roues, pas que. Oui et non. Alors, je crois que vous avez commencé sur une moto. En effet, c'est ça. C'est ça. Ouais, en fait, j'ai pas commencé sur le karting parce que c'était déjà un milieu qui était très professionnalisant. Et mes parents voulaient que je fasse des études. Donc, tant que j'ai pas eu mon bac, j'avais pas le droit de passer sur 4 roues. Donc, j'avais trouvé une alternative. Avec les copains, on avait acheté des motocross. Et du coup, j'ai commencé par le motocross à 14 ans. Ah, parce que ça vous démangeait quand même. Ouais, c'est ça. J'avais quand même l'esprit de compétition. Et j'aime tout ce qui est motorisé. Donc, voilà. Et bon, finalement, c'est à 16 ans que vous avez commencé sur Caterham. Donc, ça ressemble à un quad, ça ressemble à un gros karting. Voilà, ça ressemble à un gros karting. C'est devenu votre métier d'ailleurs. C'est ça. Puisque les études, quand même, bac scientifique, puis ingénieur à l'INSA. Oui. Vous vouliez peut-être vous orienter vers l'ingénierie mécanique Ouais, ça me permettait d'allier l'utile à l'agréable. Surtout que l'INSA de Lyon propose un cursus pour les sportifs de haut niveau où on peut pratiquer l'activité physique à niveau professionnel et faire ses études. Et comme je ne savais pas trop si mon talent allait me permettre de devenir complètement professionnel en tant que pilote, voilà, j'avais un peu assuré mes arrières. Et du coup, maintenant, je suis très heureux de pouvoir allier les deux. Je pilote et je suis directeur de la catégorie Caterham. Exactement. Alors, une belle carrière déjà. Vous me dites si je me trompe, mais 3e du championnat de France FFSA, j'étais pro-am, pro amateur. L'an dernier, 4e en 2019, 3e de Porsche Carrera Cup aussi. Je me demandais, Porsche, Aston Martin, Alpine, pourquoi on change de voiture? Pourquoi on change de marque? C'est une très bonne question. On va dire que dans la catégorie GT, il y a les catégories monotypes. Donc ça, c'est ce que j'ai fait jusqu'à mes 25-26 ans. La Coupe Caterham. Caterham est un constructeur anglais, que des Caterham sur la piste. J'ai fait ensuite la Porsche Carrera Cup, que des Porsche Cup sur la piste, des 911. J'ai ensuite fait, au moment du retour d'Alpine, l'Alpine Cup. C'est là où j'ai rencontré Yves. Et encore une fois, une course monotype où tous les pilotes sont engagés sur le même modèle. Et donc là, c'est un petit peu en fonction des affinités qu'on a avec la marque et également on va dire des ambitions sportives qu'on souhaite avoir. Et une fois que j'ai rencontré Yves, il était du coup concurrent, lui dans la catégorie amateur. Et c'est là qu'on a décidé de se rejoindre pour vivre une aventure un peu plus humaine, d'équipe, en passant sur l'endurance. Et là, on a choisi Alpine pour se mesurer aux autres marques. Et là, on roule du coup contre des Aston Martin ou des Porsche. D'accord. Et pourquoi Yves alors? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Qu'est-ce qui match? Parce que nous, on sait ce qui match avec Télégraphe, on sait pourquoi, mais vous? Je pense que c'est un peu la même chose. C'est un passionné, c'est un bon pilote. Et c'est quelqu'un qui est motivé pour passer des étapes et essayer d'aller vers le plus haut niveau. Donc on a des ambitions en monotype, une fois qu'on a fait le tour des Porsche Cup, Alpine Cup, on est un petit peu au plus haut de ce qu'on peut faire. Et si on veut monter,
L'objectif, c'est effectivement de viser les 24 heures du Mans. Et donc là, on tombe dans un sport d'équipe. Donc c'était presque une suite logique pour moi de choisir un programme avec un équipier qui ait la même ambition et les mêmes objectifs à moyen terme. Le Graal, c'est les 24 heures du Mans, Yves? Ah oui, c'est le Graal absolu. C'est vrai qu'avec Vincent, il y a une vraie aventure humaine, ça, il n'y a pas de doute. Pour revenir un petit peu sur pourquoi les marques, pourquoi les voitures, c'est un petit peu comme au foot, il y a un petit mercato d'hiver, on va dire, entre les équipes professionnelles dans lesquelles on roule, qui s'occupent, on va dire, de faire tourner les voitures de course. Et puis, il y a une partie événementielle, un petit peu comme dans tous les clubs sportifs, où on a aussi toute une équipe avec Vincent qui nous suit, pour accueillir tous nos partenaires sur chaque meeting. Donc l'ensemble crée une espèce de mayonnaise d'aventure humaine sur la partie événementielle, sur la partie sportive et aussi sur la partie, faut pas l'oublier, des mécanos, des ingénieurs qui travaillent sur les voitures. Toute une écurie, comme on dit. Toute une écurie qui est entièrement professionnelle. Et il y a un espèce de feeling aussi. Donc, Alpine, ça c'est marqué dessus, c'est un peu le saut de nos montagnes. Ouais. Alors Alpine, après, il y a toute la partie... parce que ça serait bien qu'ils équipent Télégraphe aussi. Ça aurait de la gueule, non? Bon. Il y a toute la partie en lien avec la marque de la voiture aussi, qui fait partie de nos partenaires, d'ailleurs. Mais c'est tout un équilibre global où, pour le coup, le dénominateur commun de chaque saison, pour l'instant, c'est Vincent et moi et toute l'équipe qui nous suit derrière, quoi. Donc, il va falloir performer jusqu'aux 24 heures du Mans. C'est possible? C'est accessible? C'est possible. C'est une équation, Vincent, vous n'avez pas dodeliné, mais serrez les dents. Qu'est-ce qu'il faut? Quel est le gap vraiment que vous devez passer? Il y a vraiment deux paramètres. Il y a la compétitivité de l'équipage. Donc, qu'est-ce qu'on est capable, Yves et moi, en tant que pilote, de produire? Est-ce qu'on est au niveau de conduire pendant 24 heures, de conduire de nuit? Et ensuite... on ne va pas se le cacher, c'est des sports mécaniques, c'est des sports qui demandent des sommes et des engagements financiers. Et il faut qu'on trouve des partenaires qui nous suivent dans cette aventure. Donc voilà. Donc on travaille sur l'aspect technique, je fais bosser Yves, et on cherche aussi des partenaires pour nous accompagner jusqu'à cet objectif. Yves, on rappelle, vous êtes amateur, ce n'est pas votre métier. Votre métier, c'est de gérer une grosse boîte qui s'appelle Medialp. Je ne sais pas si elle est... Non, c'est même pas marqué ici, là. Non, nous, on le dit vraiment dans le domaine de l'équipement hospitalier. Voilà. Et alors, il y a quand même une tradition automobile ici, dans la région grenobloise. Vous êtes originaire d'Alès, mais tout de même, ça, vous le saviez? Vous savez où vous mettez les pieds avec Yves? Oui, c'est vrai que je ne suis pas grenoblois, je suis voisin. J'espère être adopté bientôt. Mais effectivement, je sais que dans la région, vous avez en plus de Yves, beaucoup de pilotes talentueux et d'équipes. Les Panis, par exemple, etc. Oui, et aussi sur Télégrenoble. Cette émission, Yves, qui s'appelle Arrêt au stand depuis quelques années déjà. Votre coéquipier, c'était Mathias Arez au départ. Actuellement, c'est Anthony, d'ailleurs, avec sa complicité. Bien sûr, il y a vraiment un vivier, il y a une actu, il y a toujours de quoi faire ici, sur ce territoire. Oui, là, pour le coup, je peux vraiment en remettre une couche. Pendant que Vincent, c'est son école d'ingé, moi je faisais des dérapages sur la neige, enfin un petit peu décalé dans les années, mais au lieu d'aller à l'école, on faisait des dérapages. Enfin, il y a des vraies routes de montagne chez nous, en tout cas tout ce qu'il faut pour s'entraîner au pilotage et notamment de la glisse. Donc c'était un peu plus instinctif que scolaire. Mais ouais, il y a vraiment beaucoup de pilotes issus de la région. Bertrand Ballas, on peut le citer aussi. Je ne sais pas si on peut tous les citer. Sur la partie rallye, on a quand même la chance d'avoir un ex-pilote de F1. On a la chance d'avoir un vainqueur du rallye Monte-Carlo quand même sur le secteur. C'est quand même des courses donc un vainqueur du Grand Prix de Monaco aussi. C'est ça. Et moi, je salue mon ami Franck Tinet, qui est aussi dans le métier que vous connaissez bien, Yves, d'ailleurs. Arrêt au stand, on fait un petit coup de pub. Ça donne parfois des petites phrases comme celle-là. Et regardez, Vincent. C'est vrai que tu as testé une ou deux fois le proto, là. Raconte un peu, là, ça, là. Il y a non, la marche d'après, là. J'ai testé le proto fin d'année dernière, dans l'équipe de mon père, Panis Racing. Attention, Stéphane. Le prototype, ça c'est votre jargon. Vous savez ce que c'est le proto quand même maintenant chez les jeunes? D'ailleurs, c'est pas bien. Mais oui, c'est pour ça qu'on rigole. Vous savez ce que c'est, Vincent? Non. Voilà, non, après les débats sur le protoxyde d'azote qui est dangereux, Stéphane? J'ai fait ma thèse dessus. Donc effectivement, oui, voilà. C'est pas le plus dangereux, c'est sans doute le plus médiatisé, mais
comme toute substance psychoactive, c'est à éviter. Voilà. Simple. Donc on ne parlait pas du même proto, alors Yves, c'est ça. C'est ça. Mais il a souri quand même, Aurélien. Donc Aurélien Panis, ainsi que des invités toujours très complices, qu'on peut retrouver à peu près une fois par mois. C'est ça. C'est ça, on retrouve une fois par mois une nouvelle émission et tous les samedis soirs à 19h sur Télé Grenoble, l'émission Arrêt au stand, l'émission des passionnés des sports mécaniques. Avec un inside avec Vincent Beltoise à venir, hein? Ah ouais, Ça serait chouette. Hein. On en a fait une belle déjà avec Vincent à Alès dans le Gard, chez Caterham. D'ailleurs. Voilà, il y a quelques temps déjà. Il y a quelques temps déjà. Allez, merci, une super saison. Le premier de ces comment on dit, meeting. Oui, c'est un meeting, c'est pas des grands prix, c'est comme non, les grands prix. Il y a deux ça sera courses dans après. le week-end, alors on appelle ça plutôt un meeting. Oui. Et ça correspond à un grand prix, c'est le week-end de Pâques. Ça arrive le week-end de Pâques avec une préparation physique, attention, diététique, tout ce qu'il faut, c'est ça. Vincent, il court 2 heures par jour toute l'année, donc tout va bien. Voilà. Des footings et des tisanes. Hein, on vous laissera échanger vos numéros. Merci Yves, merci Vincent. On reste dans la course tout de suite. Dans la course, mais c'est bien de course à pied qu'il s'agit et pas n'importe laquelle. Une course complètement mythique, unique sur le territoire. Une course du circuit international de skyrunning, la Sky Race des Mathésins. Sky Race, c'est toucher le ciel par les crêtes, Olivier ? Oui, c'est aller courir sur les sommets, sur les crêtes, ne pas se contenter de rester en moyenne montagne, c'est aller sur les sommets. Ouais. C'est vous qui êtes aux manettes de cet événement qui arrive les 19 et 20 avril. Le 20 avril, la course reine, le 19 pour les autres. On va y venir dans un petit instant. C'est cette 10e édition sous notre ciel de Matésine. Alors d'abord, un peu de vocabulaire. Olivier, pourquoi pas la Sky Race de la Matésine ? Il paraît que c'est un hommage aux pionniers. Oui, alors, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont au courant, mais le nom Sky Race des Mathésins, c'est pas par rapport au fait que ce soit en Matésine. C'est à l'époque, l'événement est organisé par le club d'athlétisme de Namur et il y a 10 ans, le président du club, qui était un bon montagnard, qui s'appelait Stéphane Girard, il a dit on va l'appeler Sky Race des Mathésins en similitude avec des choses ouvertes par des Mathésins. Par exemple, la voie des Mathésins au niveau de l'Obiou ou la goulotte des Mathésins dans le massif de l'Armée. Donc c'était en similitude avec vraiment le domaine de la montagne et pas purement événementiel, Sky Race des Mathésins, parce qu'on est en Matésine. C'était par rapport au fait que ce soit fait par des Mathésins. Donc vraiment cet hommage aussi, c'est du patrimoine aussi. Oui. Des chiffres, 25 km, 1950 mètres de dénivelé positif. C'est une course qui est très intense, qui est très rapide, qui est très technique. C'est pas pour tout le monde ? Si, c'est ouvert à tout le monde. Mais il y a une certaine concentration de coureurs top niveau mondial, mais ça reste ouvert à tout le monde. Oui, d'où le Sky Trail aussi, le Sky Tour, la Sainto Express. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un peu moins compliqué ? On essaye de développer l'événement pour attirer plus de monde. Les parcours en crête sont assez techniques et permettent pas d'envoyer énormément de monde compte tenu de la complexité du parcours. Donc pour développer l'événement, on ne peut pas faire grossir juste une course. Donc il faut rajouter des épreuves. Et donc aujourd'hui, on a 4 épreuves. Il y a un 42 km qui s'appelle le Sky Tour Mathésins. Il y a un 19 km, le Sky Trail, qui est un peu une initiation pour ceux qui voudraient potentiellement tenter dans les années futures la Sky Race. Et il y a un parcours un peu plus accessible qu'on a fait évoluer cette année, qui fait à peu près 10 km et 400 mètres de dénivelé, la Sainto Express. Donc, un petit clin d'œil à la commune qui nous accueille depuis bien plus que 10 ans, la commune de Saint-Honoré, donc la Sainto Express. Et même une course pour les enfants. Vous ne mettez pas les enfants sur des crêtes quand même ? Non, mais on a des parcours un peu techniques pour les enfants. Ouais. Ils ne se contentent pas de courir autour d'un stade. On leur fait des parcours un peu sympas. Ouais.
D'accord. Parce que les difficultés, ça c'est le 20 avril, hein, cette course. Donc, cette course qui fait partie donc, du circuit mondial. 24 épreuves comme une Coupe du Monde hein, de ski, de skyrunning. Ça commence par, c'est un peu plus que les 21 virages, cela. C'est un mur. Le Sentier du Diable ? C'est ça. Oui, il y a 43 virages, je crois. 43 virages. Ça casse les pattes, hein, ça, non ? C'est pas facile, techniquement. Physiquement. Alors techniquement, ce sentier, le Sentier du Diable, il n'est pas très technique. Il est étroit, il est à flanc de montagne, il est un peu exposé, mais la pente est assez régulière et le revêtement voilà, c'est du caillou, il n'y a rien de technique. C'est pas comme sur les arêtes après. Voilà, là on y est, sur les arêtes. On est à mi-chemin entre l'escalade, la course, la difficulté. Ça, ce sont les oreilles du loup. C'est ça. Le passage tant attendu des oreilles de loup. Donc, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a de si... Parce qu'il est vertigineux et qu'il peut faire peur. Il peut faire peur. Il y a c'est un passage qui est suffisamment technique pour nous obliger à installer des cordes fixes, en fait. C'est sécurisé, donc. Oui, c'est sécurisé. On a une ligne de vie. Oui, que les coureurs attrapent ou pas, suivant leur capacité et leur agilité en montagne. Autant vous dire que les premiers devant, ils passent en courant et que derrière, dans le peloton, il y en a qui cèdent de ces cordes fixes par sécurité, parce qu'ils sont peut-être un peu plus entamés physiquement ou parce qu'ils ont un peu le vertige. Voilà. Ils arrivent à regarder un peu le paysage, parce que c'est sublime aussi, cet endroit. Alors, c'est des passages assez techniques. On va plutôt leur conseiller de regarder où ils mettent les pieds. Oui, parce que sinon, ça peut surprendre. Donc là, c'est enneigé. C'est plus facile de le faire sur les fesses, en fait ? C'est pas volontaire, ça. Il y en a qui le font ? Et il peut y en avoir, oui. Non, c'est toujours mieux d'être sur ses jambes, sur ses pieds. D'accord. Mais il peut y avoir un peu quelques glissades, oui. Voilà ce qui peut arriver. Il faut regarder le direct sur Télé Grenoble. Et puis, parfois, alors là, c'est pas volontaire de tomber vraiment la tête première. Ça fait mal en plus. Ça peut faire mal au lombaire, des chutes comme ça. C'est Sylvain Tranchant. Oui, c'est ça. Frédéric Tranchant. Frédéric. Voilà, il en est. Il a eu quelques mésaventures. Oui, Fred Tranchant, bien sûr. Fred Tranchant l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Fred Tranchant l'an dernier, alors en plus de l'image qu'on vient de voir où la moto qui filmait l'a fait tomber, il avait... Oui, il s'en est très bien remis parce qu'il est resté en tête, il avait à peu près course gagnée. Ce qui aurait été sa 4e victoire sur l'épreuve et à quelques kilomètres de l'arrivée, à peu près à 4 kilomètres de l'arrivée, bien qu'il soit orienteur à la base et qu'il était je crois 6e mondial il y a quelques années, il s'est perdu alors que c'était correctement balisé. Il s'est trompé de chemin en fait. Oui, c'est ça, oui. Dans la descente. Oui. Ce qui peut, alors comme il le disait, c'est la plus grosse erreur de sa carrière. Oui. C'est une faute professionnelle, comme il le dit. C'est le genre de choses qui peut arriver malgré le balisage. Manifestement, oui. Ouais. Donc, on va redoubler de vigilance cette année. On lui fera une petite pancarte spécialement pour lui. Oui. Mais voilà. Finalement, c'est Miguet qui avait gagné. C'était Maguet, pas Miguet, bien sûr, qui avait gagné. On avait un petit peu de sable du Sahara quand même l'an dernier. Oui. Peut-être que c'est ça qui peut troubler les esprits aussi. Ça ne sera peut-être pas le cas cette année. Vous attendez que la neige fonde. C'est plus simple de courir. C'est moins difficile en tout cas de courir quand les conditions sont plus sèches, plus printanières en tout cas. La neige a un avantage, c'est qu'elle stabilise les cailloux. On est sur des pentes assez importantes. Aussi bien sur de la montée que de la descente. Donc la neige va stabiliser les cailloux et éviter de les faire tomber sur les concurrents qui sont en dessous. Après, ce qui peut y avoir donc, avec la neige, c'est qu'elle peut être dure, molle, fraîche. Alors si la neige est fraîche, qu'elle vient de tomber, potentiellement, ça complique l'organisation parce que ça peut être un terrain avalancheux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Après, que vous redoutez, en tout cas. Ouais, voilà, ça complique, ça nous stresse un peu la dernière semaine et ça peut compliquer le travail des bénévoles pour baliser la course la veille ou l'avant-veille. Après, s'il y a de la neige et qu'elle est dure, qu'elle porte, c'est pas gênant en fait.
Mais c'est toujours une belle course, on l'a vu avec ces belles images de drone. Ça fait des belles images avec la Bien neige. sûr, avec des compétitrices, bien sûr aussi, des coureuses, des femmes qui sont toujours plus présentes aussi sur cette discipline. Il n'y en a que 3 en France, des épreuves comme celle-ci. Alors, il y en a un peu plus. 24 dans le monde. Il y en a un peu plus, mais sur le circuit Sur le mondial, circuit mondial, il y en oui, a 3 en France. Du circuit mondial, avec donc les meilleurs mondiaux qui, cette fois-ci encore, répondent à l'appel. En tout cas, l'appel, visiblement, il passe bien, puisque vous avez été lauréat du trophée de la communication du prestigieux Trail Running Awards. Il est ici, là, devant vous. Qu'est-ce que ça symbolise ici pour vous? Bon, on peut le voir, là. Il est joli, il est tout en bois. On en voit, voilà, là, on le voit en entier. C'était en décembre dernier. C'est en décembre dernier, une cérémonie organisée par un média international qui nous a donc décerné ce prix par rapport à la réalisation du live intégral qui est diffusé donc sur votre chaîne, sur Télé Grenoble. Donc voilà, on a candidaté, on a obtenu ce prix face à d'autres concurrents, notamment des marques, des marques spécialisées. Voilà, ça met en avant le travail que nous on fait pour essayer de produire un véritable programme sportif télévisé digne de ce qui se fait sur les grandes chaînes nationales dans des sports majeurs. Il est là, on le voit ici. Voilà. Un travail au sommet, si je puis dire. Là, c'était le tabord qu'on voit. Et qui met en avant, je pense aussi, toutes les équipes techniques qui travaillent à ça. Oui, parce qu'il faut courir, Il faut courir à côté des coureurs. Nous, en tant que... quand on est vidéaste. En tant qu'organisateur de l'événement, je dirais qu'on pilote la réalisation de ce live. On tire les ficelles un peu. Mais derrière, il y a des équipes techniques, que ce soit à la réalisation, à la captation, à la diffusion. Donc, il y a Télé Grenoble. Et puis, globalement, c'est que des prestataires grenoblois. Et il y en a effectivement qui sont au drone. Il y en a qui courent à côté avec des caméras. Voilà, donc c'est une grosse équipe. Il y en a qui commentent sur Télé Grenoble aussi. On a Thibault Leduc qui commente et qui il fait froid quand même parfois. Non, il fait pas froid. Donc parfois il faut. Non, il fait bon, c'est le printemps. Mais n'empêche, parfois en altitude, les conditions n'ont pas toujours été géniales. Lui aussi, il mérite de tenir le micro avec toujours autant d'énergie. Voilà, on sent pas qu'il fait très froid. En tout cas, il faut y aller. Il faut aller vous applaudir. Il faut aller applaudir aussi toutes ces équipes et vous encourager à tenir bon encore pour les 20 prochaines années. C'est la 10e édition, ça se fête. On vieillit assez vite. Mais non, tout le stress, quand on court, ça entretient. Donc les 19 et 20 avril prochains en Matésine. Merci, beaucoup. Les Matésines, on va savoir s'il y a des petites plantes dans la Matésine d'ailleurs. Je suis sûre qu'il y en a. De montagne, les plantes de montagne, qu'est-ce que... Si, il y a de quoi faire. Bien sûr, en Matésine. C'est d'ailleurs, ça y est, la saison de la cueillette. Il faut y aller, c'est sorti, c'est encore bien. Un petit peu tôt. Enfin, tout dépend ce qu'on recherche, mais oui, on va attendre qu'il fasse un petit peu meilleur. Pour la Sky Race, on recherche de l'énergie, on recherche du peps. On a la plante sèche pour ça. Voilà, ou le repos après, le baume du tigre. Récupération, des tisanes, reine des prés, cassis, frêne, et l'eutérocoque aussi. Très bien. Et l'eutérocoque, c'est ce qu'on appelle le ginseng sibérien. C'est une adaptogène qui est beaucoup utilisée pour la récupération par les sportifs. D'accord, on la trouve chez nous aussi? Non. Ah, d'accord. Non, on la fait venir. Là, c'est encore plus froid. C'est la région sibérienne. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller n'importe où. On le rappelle, Stéphane Rossi, docteur en pharmacie, herboriste, qui est un métier qui se protège. Oui. Et voilà. Vous avez votre... Qu'est-ce qu'on ne dit pas forcément officine pour un herboriste? Votre boutique? On peut dire apothicaire-rie, mais on risque de buter dessus. Après, oui, une officine, une boutique. Étymologiquement, c'est le même mot, donc on peut utiliser boutique. Avec toutes ces plantes qui viennent d'ici, qui viennent d'ailleurs, et qui ne remplacent pas les médicaments, mais qui contribuent au bien-être. Tout à fait. Et à chaque changement de saison, sa particularité. L'hiver a été rigoureux, les corps sont tendus, ils ont pris peut-être un petit peu de poids. Souvent, on mange un petit peu plus lourd, on s'oxygène un petit peu moins. Je dirais que dans la tradition, on va dire qu'on s'encrasse et que le printemps va être l'occasion de nettoyer tout ça.
Oui, s'il arrive enfin. En attendant, il faut s'y mettre tout de suite avec visiblement la plante reine, le soleil qu'on trouve par terre si on ne le trouve pas dans le ciel. Le pissenlit, ça n'est pas une légende, c'est vraiment la plante du printemps qui fait du bien. Oui, c'est une plante facile, que ça soit en alimentaire avec les feuilles ou de manière plus gourmande avec les fleurs, dont on fait une sorte de miel localement aussi. Et puis encore plus traditionnellement, de manière un peu plus drastique comme purgatif, ça va être les racines. Donc tout est bon dans le pissenlit. Ah bon? Bon au goût, les racines? Efficace dans le pissenlit. Ah oui, efficace, parce que c'est un peu amer quand même. Mais c'est une saveur qu'on oublie, mais qui est une saveur importante, qui est une saveur recherchée, qui a ses vertus aussi de par l'amertume. Ouais. D'accord, donc ça contribue à réveiller son foie. C'est ça en fait, c'est ce qu'il faut faire, c'est le premier réflexe Oui, au beau jour. Foie et rein. Donc le pissenlit fait les deux, c'est ce qui est intéressant. Après, on peut avoir des plantes un petit peu plus spécifiques du foie. Traditionnellement, le printemps, c'est la saison du foie. Que ça soit au niveau de la pharmacopée chinoise ou de nos traditions de régénération avec le printemps. Alors, on a pissenlit, on a réglisse pour la douceur, pour la douceur, aussi. ouais. Le romarin, ça compte? Oui, le romarin va drainer au niveau du foie et de la bile. Et il va être aussi antioxydant, donc il va protéger l'organisme. Donc on peut l'utiliser en tisane comme en cuisine, ça fait du bien C'est toujours ça, aussi. exactement. Oui, même à des dosages alimentaires, on a un bienfait. D'accord. Et alors, donc une petite cure de pissenlit. Puisque vous parliez des racines de pissenlit, le radis noir, c'est une racine aussi, ça a les mêmes propriétés? Radis noir va aussi agir sur le foie avec d'autres mécanismes d'action. Alors lui, par contre, point de vue goût, autant le pissenlit, on grimaçait un petit peu, radis noir, c'est encore plus difficile. D'accord. Très bien dans l'alimentation, le râpé, voilà, il faut garder certaines plantes aussi pour un apport alimentaire, et déjà à des dosages alimentaires, on a des bienfaits. D'accord. Donc, et puis si on n'aime vraiment pas, on a les formes modernes, hein, les gélules par exemple, on avale tout rond et il n'y a pas de goût. Et ça au moins c'est réglé. En tout cas, pour le goût, on rappelle que vous composez vos petites tisanes qui parfois sont primées d'ailleurs. Tout à fait. Oui. Alors, on a parlé des foie et donc avec le thym, voilà, si on fait ce qu'il faut, normalement tout va bien. Les allergies, ça y est. Et alors, certaines sont déjà arrivées depuis quelques semaines. Hein. Ah oui, déjà courant février, on a déjà les premières allergies qui arrivent. C'est de plus en plus tôt. On a passé une période d'alerte rouge sur tout le territoire, y compris Grenoble. En plus, avec le chauffage au bois, on a une irritation des voies respiratoires. Ça s'entretient. Ce qui n'aide pas. Ouais. Oui, il va falloir agir le plus tôt possible avec des plantes toutes simples, comme le plantain par exemple. Comme le plantain. Oui. Ça, c'est une plante anti-allergique qui a bien fait ses preuves. Comment elle s'utilise alors? Généralement, ça va être en infusion. Pour le plantain, comme c'est quand même quelque chose sur des périodes assez longues, hein, là, malheureusement, quand on a des soucis allergiques, on les trimballe un petit peu pendant tout le printemps, voire même plus. Des fois, ça s'enchaîne. On aura des formes plus pratiques, sous forme de gélules à nouveau, ou sous forme de liquide pour les gens qui n'aiment pas avaler les gélules. Donc ça ne remplace pas les antihistaminiques. Les allergies, il faut les prendre au sérieux, mais ça permet peut-être de prévenir et au moins de se sentir, de favoriser le bien-être toujours, c'est ça? Exactement, c'est un meilleur équilibre de l'organisme. Et d'ailleurs, pour les allergies, en agissant en amont au niveau du foie, généralement, on a un mieux-être qui fait qu'on est moins sensible au pollen lorsqu'ils arrivent. D'accord. Et puis, alors on parlait aussi tout à l'heure de teint un petit peu livide et de fatigue. On est stressé après l'hiver. Les plantes de saison sont anti-stress? Alors, c'est moins une saison gros stress que la rentrée de septembre, par exemple. Le printemps, généralement, on arrive vers les beaux jours, donc ça va un petit peu mieux. On voit, on a un petit peu plus de dynamisme. La lumière fait du bien au moral. La lumière fait du bien. Ce qui généralement perturbe un peu, c'est le décalage d'horaire qui nous arrive droit dessus. Ah bah 1 heure en moins. Hein. Voilà. Donc là, effectivement, pour mieux dormir, on va agir sur un éventuel stress en amont. Et là, on va avoir des plantes assez sympas, qui peuvent être aussi des plantes des fois synonymes de soleil. On va accompagner ça comme ça, la lavande, la marjolaine, la fleur d'oranger. Donc tout ça, ça se mange tout ça? On peut les mettre en cuisine ou On peut les mettre en cuisine, on aura les vertus. C'est des plantes dont les actifs vont être véhiculés par les composants aromatiques. Donc si ça a du goût, ça a de l'efficacité. Ah, d'accord. Voilà. Normalement, si ça sent bon, c'est que c'est bon et que ça fait du bien. C'est aussi un critère, voilà, sur une plante qui a un peu vieilli, qui a mal passé l'hiver, l'année, mal conservée. Si elle a plus d'odeur alors qu'elle en avait à l'origine, on rachète. Les huiles essentielles, justement, avec parcimonie.
Oui, ce sont des produits très toxiques, très irritants, très dangereux. Si on regarde les étiquetages sur un flacon d'huile essentielle, maintenant, on a des petits pictogrammes qui nous feraient... Oui, irritants pour les bronches, pour la peau, des nocifs pour l'environnement. Donc toujours avec la supervision d'un professionnel de santé pour les huiles essentielles. Et là, on a des choses redoutables d'efficacité. Donc, il ne faut pas s'en priver non plus, mais faire attention à ce qu'on fait parce que c'est super concentré, en fait. D'accord. Et puis, vous m'avez appris un nouveau mot, la gémothérapie. Alors, c'est pas la thérapie des Gémeaux, c'est pas un signe astrologique, mais c'est la Gémeaux avec 2 M. Qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation des jeunes pousses, les tissus gémellaires. Donc, c'est les bourgeons et les jeunes pousses de plantes. D'accord. Bourgeons de sapin, bourgeons de sapin, bourgeons de cassis, ça c'est un grand classique. C'est des formes qui s'apparentent un petit peu à l'homéopathie, des macérations dans de l'alcool et de la glycérine, et qu'on va avoir de manière concentrée, mais dont on prend une petite quantité, une quinzaine de gouttes dans la journée. Donc le grand classique que souvent on connaît dans ce domaine-là, en premier lieu, c'est le cassis, qui est un anti-inflammatoire, anti-allergique. Donc il n'est pas du tout de saison, le cassis, c'est juillet-août, on le consomme, même pas, non, quand même, mai, juin. Mais sous quelle forme? Alors là, c'est vraiment... Cassis, plein de formes possibles. Cassis fruit dans le kir, mais c'est moins thérapeutique. Cassis feuille en tisane pour les articulations, la récupération sportive. Cassis gémothérapie, là c'est le bourgeon qu'on fait macérer dans l'alcool et la glycérine. Donc c'est pas à nous de le faire, c'est tout près dans le commerce. Mais là après ça dure toute l'année, c'est très stable. Très bien. Et puis alors, on a parlé de la lavande, les bâtons de sauge. Qu'est-ce que c'est? Alors, quelle vertu est-ce qu'elle peut avoir Alors là, ça serait plutôt une thématique, je dirais, nettoyage de printemps. Ça va être pour l'environnement. Ça marche aussi avec le corps? Non, là, c'est pour l'environnement. On va faire brûler cette sauge sous forme de bâton. C'est une tradition plutôt amérindienne où on va faire brûler des feuilles de sauge. Et on parle de bâtons de sauge parce qu'elles ont été tressées en petits fagots, en fait. Et donc, ça fait comme un gros bâton qu'on allume et qu'on va venir faire un petit peu tournoyer, je dirais, pour oxygéner, pour que ça fasse de la fumée. C'est une fumigation. Comme dans nos traditions, on avait avec les encens, par exemple, on va avoir avec la sauge pour des vertus purifiantes de l'atmosphère et de manière originelle pour des vertus aussi spirituelles, comme avec l'encens, les deux notions. Ok, pas trop de fumée quand même après les cheminées, comme on a dit, les particules. Oui, là, ça reste modéré et on aère après, et on le fait quand il n'y a pas d'enfants ou de personnes sensibles dans la pièce, bien entendu. D'accord, et tout ça, on en trouve autant d'effets? Alors, autant d'effets, on le rappelle, c'est votre boutique, donc l'effet, vous avez le jeu de mots, les effets, là, ce sont les fées, bien sûr. Alors, pas jusqu'à voir les fées, ça, les petites fées, il faut... C'est d'autres plantes, mais on les a pas. Bien sûr, non. Vous, on le rappelle, le bien-être en prévention, tout à fait, en apaisement aussi, donc se faire du bien aussi au corps et à l'esprit, avec un chouette packaging quand même. Là, c'est vous qui avez créé tout ça. Ça sort de mon imaginaire, mais c'est surtout une illustratrice grenobloise de talent, Flore Enoch, qui a fait ces visuels à notre image. Et on la remercie. Eh bien, très bien. Donc, on a noté que vous étiez couleur pissenlit aujourd'hui, c'est ça? Le vert et la fleur? Oui, chlorophylle, pissenlit, c'est vrai, il y a de ça. Ouais, voilà, aussi. Le retour de la chlorophylle. Merci beaucoup, Stéphane. Toujours un bon plan de Télé Grenoble. Votre herboristerie, votre apothicaire-rie, pas facile à dire. On a un autre bon plan ici aujourd'hui. On n'a plus beaucoup de temps, mais on voulait aussi Olivier. Olivier, on a un petit... Ah bah si, voilà, regardez, on a même le jingle. Voilà, le jingle, le petit jingle qui va bien. Le bon plan, c'est un tapissier. Alors moi, je pensais au début à un pâtissier. C'est finalement quelqu'un qui... on a un artiste également près de chez vous. C'était dans le désordre. Oui, en fait, je ne suis pas allé bien loin, en fait. C'est mon voisin, c'est juste mon voisin. Je suis descendu en bas de chez moi pour faire ces images. Et c'est un vieux métier. Oui, c'est mon voisin Roger Gaillot qui est tapissier depuis 50 ans. Donc, il n'est pas à la retraite, il n'apprend pas. Sa petite boutique... à la Mure. Ouais, c'est à la Mure. Ouais. C'est super sympa parce que on a l'impression que le temps s'est arrêté, qu'il travaille, je pense, comme il y a 50 ans, avec le même savoir-faire et avec les mêmes ambiances de petits artisans.
Il refait les coussins. Oui, des coussins, des fauteuils. Voilà, alors après, il ne faut pas me demander si c'est du Louis XIV ou j'en sais rien quoi, mais je ne suis pas spécialiste. Mais lui, il l'est en tout cas. Et on a vu sur les images sur sa vitrine une photo ancienne qui fait partie d'une expo urbaine dans le centre ancien de Lamur, où il y a un certain nombre de photos noires et blancs de Lamur il y a à peu près un siècle. Donc il entretient aussi la mémoire de son territoire. Il y a un petit côté patrimoine, voilà. Parfait. Merci beaucoup pour ce bon plan. Je vous ai écouté. Des fois, les sièges de l'Alpine, non, vous avez tout ce qu'il faut. Si, jamais. On écoute. On est très oui. Mais la zénitude, on en a besoin aussi. Préparation mentale. Je vous laisse échanger les numéros. Merci beaucoup. Une excellente saison à vous, Yves et Vincent. Merci beaucoup. Très, très belle skyrunning à regarder, la Skyrace Mathézin, le 20 avril sur Télé Grenoble. Merci Stéphane. Merci, on se retrouve dans une saison. Et merci de votre fidélité. À très bientôt. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.